L'État peut fermer pendant que le Congrès est en vacances. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Officiellement, tout le monde à Washington dit vouloir éviter un shutdown. Officiellement, un accord de financement circule déjà au Sénat. Mais en réalité, la Chambre des représentants n'est même plus sur place. Elle a quitté Washington. Et sans elle, rien ne peut passer. Selon les informations que tu viens d'entendre, le blocage commencerait samedi à 12h01. Le Sénat avance sur un compromis, mais ce texte doit revenir à la Chambre pour être voté à l'identique. Problème, les élus ne sont pas là. Mike Johnson affirme qu'il pourrait rappeler la Chambre pour un vote dimanche. Mais beaucoup de gens disent qu'on ne pourra pas revenir d'ici là. Et là, arrête-toi une seconde. Si l'État s'arrête, ce ne sont pas des abstractions qui s'arrêtent. Ce sont des services, des salaires, des décisions qui te touchent directement. Mais voici le détail qui change tout. Ce blocage n'est peut-être pas un accident. C'est là que l'histoire bascule. Voici maintenant le cadre réel du problème et il est plus large qu'un simple vote raté. Selon le contenu fourni, le Sénat a lancé en urgence un nouvel accord de financement, 5 projets de loi budgétaires groupés, plus une résolution temporaire de 2 semaines pour le département de la sécurité intérieure. L'objectif affiché est simple, éviter le shutdown immédiat. Mais observe la mécanique. Les 5 textes sans la sécurité intérieure peuvent avancer. Le reste est repoussé. Juste assez pour gagner du temps. Et c'est là que le schéma apparaît. Ce n'est pas un incident isolé, c'est une méthode. À chaque crise budgétaire, on découpe, on repousse, on promet de revenir dessus plus tard. Cette fois encore, tout dépend d'un vote à la Chambre. Or, la Chambre est absente, littéralement hors de Washington. Maintenant, pose-toi la vraie question. Si tout le monde sait que la Chambre doit voter, pourquoi la laisser partir? Parce que c'est ici que l'histoire cesse d'être technique et devient stratégique. D'après le contenu fourni, un point précis fait tout basculer. Les dirigeants républicains du Sénat ont hotliné un nouvel accord de financement. 5 projets de loi budgétaires sont regroupés et séparément, une résolution temporaire de 2 semaines concerne uniquement le département de la sécurité intérieure. 2 semaines, pas un budget complet, un sursis. Concrètement, cela signifie que tout ce qui ne touche pas au DHS peut être financé immédiatement, mais que le financement de la sécurité intérieure, celui qui inclut la Border Patrol et l'ICE, est repoussé à plus tard. Selon le texte, ce découpage intervient parce que les démocrates s'opposent à des fonds supplémentaires pour ces agences et exigent des changements précis, comme des caméras corporelles et des règles de formation. Maintenant, observe ce qui n'est pas dit. Personne ne parle d'une solution durable. Personne ne parle d'un vote final clair. On parle de 2 semaines de plus. Juste assez pour éviter l'explosion immédiate. Et voici la bascule. Quand un gouvernement fonctionne par extension de dernière minute, ce n'est plus de la gestion, c'est de la pression. Et cette pression va maintenant se déplacer là où tout peut dérailler, la Chambre des représentants. Et puis arrive l'élément le plus révélateur jusqu'ici. D'après le contenu, pendant que le compte à rebours du shutdown continue, Donald Trump envoie un message clair. Il soutient un accord de financement et dit qu'il ne veut pas d'un nouveau blocage du gouvernement. En surface, cela ressemble à un appel au calme. Mais regarde ce que ce soutien implique concrètement. Le compromis maintient le financement du département de la sécurité intérieure, même temporairement. 2 semaines de plus pour l'ICE et la Border Patrol. C'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. D'un côté, certains élus conditionnent leur vote à des exigences radicales. De l'autre, le leader politique le plus influent du camp républicain pousse à faire passer l'accord. Pas parce que le système fonctionne bien, mais parce que le système est sous tension. Maintenant, note ce détail précis. Pendant que ces décisions se jouent, la Chambre est toujours absente. Et pendant ce temps, Mike Johnson est interrogé par des journalistes sur une possible enquête indépendante au Minnesota. Sa réponse est simple, « Je ne vais pas anticiper ça. C'est à l'administration de décider. » Arrête-toi là une seconde. Le président de la Chambre refuse même de formuler une position alors que le pays se rapproche d'un arrêt de l'État. Ce contraste change tout, parce qu'à ce stade, ce n'est plus un problème de procédure. C'est un vide de direction. Et ce vide va produire des conséquences très concrètes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que la Chambre reste vide et que les compromissions continuent, Mike Johnson se retrouve à faire des apparitions publiques, pas pour résoudre la crise, mais pour prendre des photos avec des célébrités comme Nicki Minaj.
Ce n'est pas juste un simple moment hors de place. C'est l'image même d'un gouvernement déconnecté qui semble plus préoccupé par le spectacle que par la gestion d'une crise imminente. Johnson parle de succès, de progrès. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à l'intérieur de son propre camp, les divisions explosent. Les républicains au sein de la Chambre, comme Anna Paulina Luna, demandent des mesures drastiques, des conditions sur chaque projet de loi pour fédéraliser les élections et manipuler le processus démocratique. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une simple exigence de financement, c'est une attaque directe contre les fondements de la démocratie. Et pendant ce temps, Johnson continue de donner des discours sur le retour à la normalité. Et voilà le moment où ça devient un problème pour toi, le citoyen ordinaire. Ce ne sont pas juste des jeux politiques, ce sont des décisions qui affecteront les services que tu utilises au quotidien. Et l'incertitude est telle que chaque décision, chaque manœuvre de couloir pourrait bien décider si ton prochain mois sera affecté par un shutdown gouvernemental. C'est là où la vraie question se pose, combien de temps encore avant que tout ne soit irréversible? Nous voilà maintenant à un carrefour critique. Imagine deux chemins possibles. D'un côté, un retour à la normalité avec un compromis temporaire. La Chambre revient, l'accord est ratifié et le shutdown est évité de justesse. Mais cette solution est loin d'être stable. Un compromis aujourd'hui signifie simplement que la crise est mise sous le tapis pour mieux exploser plus tard. Et si le Congrès décide de se jouer de l'urgence en repoussant les décisions critiques encore et encore, alors cette spirale de blocage et de compromis deviendra la norme. La question alors, jusqu'où cette dynamique peut-elle durer avant de faire imploser tout le système? De l'autre côté, si les élus restent absents, si le système continue à se replier sur lui-même, le shutdown ne sera plus qu'un détail. Ce sera un symptôme d'un mal bien plus profond, celui de l'inefficacité systématique. Ce qui serait alors à craindre, ce n'est pas l'échec d'un vote, mais la totale déconnexion entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Donc, si tu regardes bien, c'est déjà clair. Ce n'est pas juste une question de budget, c'est une bataille pour la direction du pays. Et la prochaine manœuvre pourrait bien décider si ce qui reste encore de l'ordre public peut tenir. Il faut suivre de près, parce qu'une fois que ce système de compromis à répétition se met en place, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. Et cette fois, l'enjeu n'est pas seulement le shutdown, mais la manière dont l'avenir politique des États-Unis va se dessiner. Tout est en jeu. Si tu veux être au cœur de l'analyse de ce qui pourrait suivre, n'oublie pas de t'abonner. L'histoire est loin d'être terminée et ce qui arrive pourrait bien changer la donne.